Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Atelier Time, le premier épisode extramuros depuis le début de cette émission. J'ai posé mon ordinateur et mon micro aujourd'hui sur une table sur laquelle on ne mange pas, sur laquelle on ne dessine pas, mais sur laquelle les gens s'installent pour se faire tatouer. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Greg. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Greg, je suis super contente de t'accueillir ici. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Hello. Ben, je vais très bien, merci. Merci pour cette proposition d'interview. Avec grand plaisir, j'ai hâte de t'accueillir ici, vraiment. Déjà, avant tout, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire un peu à nos auditeurs, aux Ateliers Soul, qui tu es ? Alors, je suis Grégory Belkadi, artisan tatoueur, artiste peintre, et j'ai une quarantaine d'années, et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené vers ce métier de tatoueur ? Comment est-ce que t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Alors, c'est très très simple. C'est par passation de savoir. En fait, mon père est tatoueur depuis 85. Donc du coup, logiquement, j'ai repris l'aventure. Après, avec les mêmes envies d'art et de dessin et de visuel. J'avais envie aujourd'hui qu'on parle du rapport qu'on peut avoir à notre corps quand on est en deuil. Du moins en tout cas une partie, via ton travail, via ton métier. Parce que je pense que tu as plein d'anecdotes à ce sujet-là à nous raconter. Mais d'abord, j'aimerais un petit peu que éventuellement, que tu nous dises un petit peu ce que tu vois, comment tu vois surtout, le rôle du tatouage dans le processus de deuil et dans l'expression de la perte d'un être cher. C'est presque intrinsèque à la profession. On va pas dire que c'est une généralité, mais le motif du tatouage est toujours ou souvent lié justement à la perte ou au souvenir d'eux. Ça se marque évidemment d'une manière générale, c'est-à-dire que le deuil il peut être subjectif ou allégorique, puisque ça peut être le deuil d'une période, mais l'évocation du souvenir de la perte est souvent liée au tatouage. Je suis contente qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est un truc que j'aime rappeler très souvent, c'est que le deuil n'est pas une question nécessairement de mort en soi. Donc effectivement, pour être tatouée moi-même, oui, le tatouage est une marque pour se souvenir, une marque pour marquer un moment de la vie, pour vraiment ouais, c'est ça, se souvenir. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Mais du coup, selon toi, comment un projet de tatouage peut aider un endeuillé ou même en fait n'importe qui à traverser une épreuve qu'il traverse ? Alors, je vais être un peu plus dans la contradiction directement. Ça peut ne pas forcément aider. Il y a des actes où la possession du deuil par le tatouage n'est pas thérapeutique. C'est pas évident de le déceler. Ça se remarque quelquefois dans le temps. C'est-à-dire que dans le propos même du motif, les personnes vont peut-être revenir pour les mêmes questionnements, pour les mêmes, je dirais, problématiques entre guillemets. Et là, c'est très significatif, c'est très évocateur d'un problème sur le traitement du tatouage avec le deuil. Alors bien sûr, là, je prends un cas extrême, mais la plupart du temps, le rappel du souvenir, il est juste sentimental en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se tatoue un motif en rappel, par exemple avec le décès de quelqu'un, on est là dans l'évocation à jamais d'un amour, hein, tout simplement. Alors, je pensais pas raconter mon histoire aussi vite dans le podcast, clairement.
Mais c'est pas grave, puisqu'on y est, on y va, hein, c'est aucun souci. Je voulais faire ce podcast-là parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait tatouer en rapport à ma maman. Donc le fameux bateau que j'ai sur la cuisse que Greg a tatoué et dessiné, évidemment. Et c'est un tatouage que j'ai fait peut-être 3 ou 4 mois après le décès de maman. Donc vraiment très très tôt. Je crois que vraiment c'était vraiment très très tôt. Et est-ce qu'aujourd'hui je le regrette ? Je suis pas certaine, mais je crois que les prochains projets vont être dans un objectif de mettre de la lumière autour de ce dessin-là, qui du coup effectivement est chargé de beaucoup d'émotionnel, beaucoup de tristesse, beaucoup de souvenirs un peu lourds, de la maladie, des traumatismes qui vont avec, des siens comme des miens, comme ceux de la famille. Donc effectivement, un tatouage, c'est pas un acte anodin, c'est pas un acte qu'on fait de façon réfléchie, avec n'importe qui, n'importe comment, etc. Et je suis quasiment sûre que tu as déjà eu à travailler sur des projets de tatouage auprès de personnes endeuillées, donc comme moi évidemment, mais sans doute d'autres, dont leur projet était directement lié à leur histoire, à ce qui s'est passé pour eux. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler, donner des exemples, raconter un peu peut-être aussi des motifs ou des histoires qui, en plus, ont pu te marquer dans ta carrière ? Alors, bien sûr, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, c'est un des rappels que je fais quand il y a une réalisation de demander. Il y a quelquefois des hommages qui sont souhaités. Donc, c'est-à-dire, voilà, je viens en mémoire de ma maman, en mémoire de mon papa, etc. Mais sans réelle idée dans la besace. Tout bêtement, je fais le rappel de qui était la personne. J'essaie de découvrir qui était la personne que la personne justement a perdu. C'est idiot, mais je cite toujours cet exemple. S'il était garagiste, peut-être si c'était une passion qu'il avait, peut-être une clé à molette, une chose comme ça. Enfin, c'est vraiment toujours pour emmener sur la piste du qui était la personne et comment la symboliser le mieux. Ce que d'ailleurs tu as fait au final. Et c'est très concret, c'est très parlant. Après, il y a d'autres cas qui sont bien plus simplistes, mais qui sont tout aussi efficaces. C'est une initiale, un prénom, une date de naissance. Par ailleurs, si on parle de date de naissance, par exemple, moi je refuse systématiquement, parce que ça n'aide pas du tout, les dates de décès. Ça arrive qu'on les demande. Là, on est vraiment sur le cas que j'essayais de citer au début, où ça ne va pas du tout aider. On est sur un rappel... mortifère, morbide, donc il faut éviter au maximum. Bah oui, je comprends carrément. Alors, j'ai envie de te dire que je trouve ça bizarre, mais vraiment, c'est pas un jugement de valeur par rapport aux gens qui ont envie de le faire. Mais quand tu me dis ça, j'ai un peu l'impression que les gens ont envie de se faire tatouer la tombe de leur défunt sur leur corps. Et effectivement, du coup, vu comme ça, il y a un truc qui risque de laisser un peu la personne dans son deuil ad vitam aeternam. Donc oui, effectivement, ça peut être assez curieux. Mais est-ce que, du coup, il y a des symboles qui reviennent plus régulièrement que d'autres, par exemple, qui symbolisent plus le deuil que d'autres ? Parce que je sais que moi, j'ai fait un bateau qui symbolise ce passage-là vers l'après-vie, en fait. Voilà, entre la vie et la mort, etc., etc. C'est un symbole qui est plutôt régulier quand même dans le tatouage, mais est-ce que toi, t'as l'impression qu'il y a des symboles qui vraiment sont plus souvent utilisés pour représenter ça ? Alors, quand c'est personnifié, j'ai envie de te dire non, de prime abord. Dans ton cas, c'est par exemple très original. Si on vraiment personnifie le tatouage pour la personne disparue, à chaque tentative, à chaque réalisation de dessin, c'est très original. Là où on va retrouver une notion un peu plus générique, sans être péjoratif, c'est dans l'évocation de la mort en général. C'est-à-dire que on est sur le rappel de la vanité. Alors la vanité dans le sens pictural, le mouvement de peinture hollandais, qui met en exergue des natures mortes à base de têtes de mort, de sabliers, de roses coupées, des choses comme ça qui sont ancrées dans l'imaginaire culturel occidental. Eh bien ça, on va le retrouver en tatouage. Donc pour marquer la mort d'une manière générale, pour marquer une période
de vulnérabilité ou de force, justement par rapport aux éléments. Souvent, on va retrouver le sablier, la tête de mort, les roses noires et grises ou en couleur. Voilà, c'est des motifs qui vont vraiment rappeler la peinture hollandaise et qui vont être assez récurrents, effectivement. Et toi, t'en as des tatouages hommages? Alors, hommage, oui, aux personnes vivantes. Aux personnes décédées, non, je crois que j'en ai pas. Par contre, à des histoires de mauvais souvenirs, oui, j'en ai plein aussi. Souvent liés au cœur, dans mon cas. Mais non, je n'ai pas dédié de tatouage à la mémoire de quelqu'un parti. J'ai par contre dédié des tatouages à la mémoire de quelqu'un encore en vie. Et ça, c'est chouette aussi, parce que dans tous les cas, et en plus, c'est même plus beau, j'ai l'impression, parce que la vie finit toujours à un moment donné. Et du coup, c'est un tatouage qui sera encore plus fort, parce qu'il rappellera plus la vie de la personne, vraiment concrètement, et ton lien avec elle, plutôt que son décès, qui risque effectivement de t'ancrer encore plus dans le deuil, et voilà, bref. Alors j'imagine que quand tu es face à une personne qui vient te voir avec un projet en tête qui est en lien avec la mort, avec le deuil, de façon plus ou moins indirecte d'ailleurs, est-ce que tu as une façon un peu différente de travailler par rapport à un projet qui est moins lié à ça? Ou est-ce que tu as des façons de gérer? Est-ce que peut-être, je sais pas, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que, voilà, je sais pas, raconte-moi un petit peu comment tu gères ces situations-là. Je vais pas faire de mauvaise publicité, mais je crois que si. En fait, j'ai tendance à préférer ce genre de motif parce que j'ai le sentiment d'entrer dans la fonction principale de mon métier. C'est-à-dire partager un moment et une vision qui vont donner vraiment un sens, un but à mon travail. Donc, j'aurais tendance à dire que je préfère ce genre de motif à travailler. Et horrible ce que je vais dire, mais que je m'implique davantage. Alors, ça ne veut pas dire que le reste, je le fais mal. Seulement, j'y prends beaucoup plus de plaisir. Donc, du coup, j'ai tendance à faire beaucoup plus de recherches, beaucoup plus d'études sur les principales idées qu'on m'amène. Donc, mais je pense qu'après, je le répète, mais je pense que d'une manière générale, l'évocation du souvenir, c'est souvent ce qui va me motiver dans ce métier. Je pense, hein, je parle peut-être à tort pour mes confrères, mais je pense que ce sera le cas. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, et je trouve que c'est super intéressant parce que, alors peut-être que la question est à poser, hein, s'il y a des tatoueurs qui nous écoutent, interagissez avec ce podcast sur nos réseaux sociaux, évidemment, que je mettrai en description de cet épisode. Mais effectivement, est-ce que vous préférez travailler sur la mort, sur le deuil, sur le souvenir, ou sur complètement autre chose? Ce serait vraiment très très intéressant d'avoir d'autres avis, d'autres sons de cloche. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de faire un tatouage, peut-être même son premier tatouage, par rapport à un deuil, par rapport à un hommage? Eh ben déjà, je lui conseillerais d'attendre. D'attendre de savoir si c'est vraiment un tatouage qu'il désire ou si c'est une preuve de plus qu'il a envie de donner à la personne ou à l'évocation du souvenir disparu, quoi. Ça serait un premier conseil. Et puis la deuxième chose, c'est de pas avoir peur de s'ouvrir et d'en parler, de se confier, même si c'est que par écrit. Souvent, je le dis, parce qu'on n'est pas à même de tous se livrer, évoquer des choses. C'est de l'ordre de l'intime. Et clairement, moi, je suis un étranger et on n'a pas forcément à me livrer des choses. Moi, ce que je conseille des fois aux gens, c'est d'écrire ce qu'ils ont envie d'évoquer, qui était la personne, même si ça paraît pompeux, ça paraît un exercice pas évident. Juste un nuage de mots, par exemple, ça peut me suffire.
une ribambelle de mots, ça peut évoquer plein de choses, ça peut donner des pistes. Et oui, voilà, ne pas avoir peur de l'individu en face de nous qui est censé être bienveillant à ce moment-là. Donc, au contraire, voilà. C'est déjà se livrer énormément et puis se laisser du temps, hein, forcément. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut rappeler et en profiter parce que moi, j'en ai fait des tatouages coup de tête. Des tatouages où je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Du coup, on prend pas forcément le temps d'aller voir la personne, de prendre contact, de discuter avec un tatoueur. Un tatoueur, c'est quelqu'un qui, certes, va vous faire une sorte de soin de beauté. Moi, je vois un peu ça comme ça. Mais c'est un soin de beauté qui restera à vie sur vous, qui va vous marquer, transformer votre corps. Effectivement, on a plein de personnes qui vont vous dire oui, mais c'est une façon de reprendre le contrôle sur son corps, machin. Enfin, il y a plein de façons de voir ou même de justifier le tatouage. Mais le tout, c'est de trouver la vôtre, de trouver celle qui vraiment va vous faire écho, va vous faire vibrer très profondément. Peut-être effectivement avoir un aspect un peu thérapeutique, mais si on veut vraiment creuser cet aspect thérapeutique, il faut prendre le temps, vraiment, d'aller voir même plusieurs tatoueurs, de demander plusieurs dessins, en fait d'être intransigeant même avec les tatoueurs et de leur dire quand ça vous plaît pas, quand c'est trop loin de ce que vous avez imaginé à la base, etc., etc. Et puis il faut quand même se dire que c'est un acte qui est relativement douloureux et qu'une fois que ça a commencé, et ben, il faut se dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est pas rien quand même. Et du coup, est-ce que peut-être tu as des suggestions, parce que du coup c'est vrai qu'on quand on parle du deuil, quand on parle de la mort, on parle beaucoup des humains, mais est-ce que du coup tu as peut-être aussi des anecdotes de deuil que tu as pu tatouer en fait finalement, c'est un peu ça, hein qui soient pas, alors peut-être pas liées à la mort ou peut-être pas liées à la mort d'humains. Voilà, raconte-nous un peu des anecdotes auxquelles tu pourrais penser, qui pourraient peut-être aussi inspirer nos auditeurs d'une part, ou éventuellement au contraire du coup un peu faire de la prévention par rapport à ces fameux tatouages qui risquent de ne pas être thérapeutiques et peut-être effectivement ancrer beaucoup le deuil dans la longueur et dans la lourdeur de ce que ça peut être. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que les humains qui sont le sujet du deuil, figuratif ou non. La perte des animaux, on retrouve souvent le portrait. Ce qu'on retrouve moins forcément dans l'évocation de la figure de l'humain. Le portrait d'animal, ça reste quelque chose qui est plus facilement montrable, abordable pour l'œil étranger. Après, ça concerne la personne, hein. J'aurais pas tendance à forcément dire non pour un portrait de chien ou de chat disparu. J'aurais plus de mal pour un portrait d'humain disparu. Alors, il y a des... Le portrait est quand même une des techniques les plus compliquées à maîtriser en tatouage quand même. Enfin, j'ai l'impression, par rapport à... Je suis pas tatoueuse pour le coup, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le portrait, que ce soit animal ou humain, c'est quand même un truc... faut pas se foirer, quoi. Faut vraiment aller chez un pro spécialisé là-dedans, quoi. C'est sûr que le portrait, c'est assez délicat, quoi. S'il y a une joue plus grosse que l'autre, c'est fini, hein. C'est plus maman. À la rigueur, ça peut être tata, mais c'est terminé, quoi, hein. Dans le choix de l'animal, après, moi, je propose toujours quelque chose d'un petit peu plus stylisé que le portrait fixe, même si c'est déjà arrivé d'avoir vraiment le portrait à faire au iota, quoi, le véritable portrait. Mais si on peut l'orner, si on peut le faire graphique, c'est toujours préférable pour que ça soit en fait une belle pièce, hein, tout bêtement. Après, voilà, rayon anecdote, effectivement, j'ai eu des choses. Alors, j'ai eu à cacher des portraits de gens disparus, par exemple. Parce qu'il y a des secrets de famille, il y a des choses, et donc du coup l'hommage est plus d'actualité,
Et donc voilà, c'est des conséquences qui sont assez, qui peuvent être, on va pas dire dramatiques, mais qui peuvent être lourdes de sens et lourdes de conséquences, quoi. Et comment tu recouvres un tatouage aussi, aussi lourd en fait? Parce que déjà en plus un portrait, il me semble que, alors vraiment encore une fois je parle de technique, mais pour moi de l'ancrage de portrait il y a beaucoup d'encre, il y a beaucoup de taches noires, noires et grises, etc. quand on fait du noir et blanc. À mon avis le tatouage en couleur ça doit être encore plus tendu, mais ça doit être un défi de recouvrir un tatouage de portrait ou un tatouage même en vrai lourd de sens et lourd d'histoire en fait. Bah, ça se fait encore plus difficilement qu'un autre motif à cacher, dans le sens où quand on a un motif à cacher, on peut par exemple noyer le poisson, jouer avec les formes existantes et le faire oublier aux yeux extérieurs. Le rappel de la personne qui le porte, il peut se retrouver dans le miroir en cherchant bien une tache un peu plus foncée, etc. On retrouve le motif en dessous du nouveau. Dans le cas d'un portrait, effectivement, c'est délicat s'il y a encore un œil qui ressort. C'est presque intrusif. Alors, oui, c'est assez particulier à faire. Après, bon, c'est un travail le recouvrement, c'est un travail de dessin avant tout. On essaie d'imaginer les formes qui vont aller sur telle ou telle zone sombre. On essaie de segmenter. Enfin, voilà. Après, techniquement, ça change pas du reste, mais c'est vrai que ça donne une pression supplémentaire à la réalisation, quoi. Bah oui, d'autant que toi, du coup, tu interviens effectivement de façon très, j'ai envie de dire, pragmatique, dans le sens où tu vas aider quelqu'un à transformer ce mauvais souvenir, du coup, là, pour le cas d'un cover. Mais tu as le côté émotionnel qui est à gérer. Enfin, en plus, tu passes du temps sur des pièces. Alors, pour les petites pièces qui sont faciles à réaliser, on peut passer 30-45 minutes grand max, mais on peut aller jusqu'à ad vitam en fait, à jamais arrêter de se faire tatouer, d'ailleurs, à jamais finir une pièce même. Donc passer des heures et des heures avec une seule personne qui est là pour travailler sur son deuil en fait. Elle est là concrètement pour travailler sur son deuil. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes ou des situations qui t'ont mis mal à l'aise, des choses qui ont été compliquées, ou alors au contraire peut-être des anecdotes où tu t'es dit là j'ai géré, là la personne grâce à mon travail elle a pu évoluer dans son deuil, dans son cheminement de vie en fait, tout simplement? D'une manière générale, c'est comme, je fais un parallèle avec la psychologie, mais un tout petit parallèle, hein. Quand on va voir un psychologue pour une thérapie, on a souvent le thérapeute qui va dire vous avez déjà commencé la thérapie puisque vous venez de me contacter. Et ce qui est vrai en fait avec le thérapeute, l'est aussi avec le tatoueur. Donc à partir du moment où on a acté le rendez-vous, hein, j'entends, hein, pas l'entretien, on a acté l'acte, y a une notion d'écoute qui doit être prédominante, qui l'est, moi dans mon cas, qui l'est. Et j'ai jamais eu une séance qui s'est mal passée justement autour de l'évocation du souvenir. Alors après, il y a des choses plus légères, forcément, dans l'évocation du souvenir. Moi, je pense toujours aux anecdotes de la femme libérée d'une cinquantaine d'années qui fait le papillon pour célébrer sa liberté retrouvée. On s'amuse à faire les mentalistes. Quand la dame arrive, c'est souvent le cas. S'il y a une demande de papillon, je dis vous êtes fraîchement divorcé. Alors bien sûr, je le dis pas à brûle-pourpoint. Je vois si le contact passe, parce que c'est quand même très intrusif comme question et complètement déplacé. Mais à chaque fois, on me dit mais oui, mais comment vous savez? Parce que ça fait partie du processus, quoi. Donc non, c'est très rare. Non, mais en fait, moi dans mon cas, ça m'est jamais arrivé que ça se passe mal justement autour. Alors il y a des choses qui sont lourdes, qui amènent des pleurs, des situations où
Mais à la fin, on est sur un pleur de joie. Généralement, systématiquement, on est sur un pleur de joie. S'il y a un pleur au début, c'est celui du travail, et puis à la fin, celui du remerciement, quoi. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que on a parlé un peu de tatouage thérapeutique. En fait, le tatoueur, c'est que l'outil pour cheminer dans son deuil, dans le sens où c'est pas avec ton tatoueur, en discutant pendant les 3 heures de tatouage, que tu vas régler ton problème, ou que tu vas évacuer. Tu vas évacuer, bien sûr, mais c'est un processus que tu fais toi, pour toi-même. Et le tatoueur te permet simplement d'avoir... c'est ça, c'est ton outil, en fait. C'est un outil que tu choisis, du coup, parce qu'il est quand même humain, malgré tout, cet outil. mais du coup, qui va est-ce que... non, je suis pas sûre qu'on puisse dire accompagner dans le processus, parce que vraiment, tu vas être là de façon très ponctuelle, très... on a un temps de session, on a un temps de réflexion pour créer le dessin, etc. Après, je te tatoue, et puis j'ai envie de te dire, si t'as pas de problème, c'est ciao, quoi. En fin de compte, c'est vraiment très très ponctuel. Donc ouais, c'est le tatouage, ça peut être un acte thérapeutique à condition de soi-même avoir un processus, de faire le travail de thérapie, etc., et de vraiment... je sais pas comment exprimer le truc de pas faire n'importe comment. Je sais pas comment... Ouais. Est-ce que tu as envie de réagir ? Oui, la démarche, elle est ultra personnelle. Et effectivement, on est loin d'être des thérapeutes. Et on n'a pas vocation de l'être. On est loin de ce monde-là. Simplement, le parallèle, il se fait dans la démarche du travail personnel de chacun. Ce sera peut-être l'évocation du bon ou du mauvais tatoueur, comme dans le sketch des inconnus. Mais moi, je pense qu'un bon tatoueur, il saura où sont ses limites, justement, par rapport à ce travail-là. Il faut savoir aussi dire non, nous, de notre côté. C'est-à-dire que il faut avoir cette sensibilité de se dire la démarche est pas bonne. Et c'est important, hein, parce que on va être complice à un moment d'une erreur si on laisse tout faire. Moi, au tout début, j'osais pas dire non, et je pense que c'est ce qui fait la différence avec quelqu'un qui a moins d'expérience, quoi. Il faut savoir déceler quand on va faire une erreur, quand la personne est sur la mauvaise piste. Et ça arrive souvent. Encore une fois, le coup de marquer une date de décès, c'est radical, c'est non chez moi, hein. Après, si ça chante certains de le faire, je suis pas là pour juger. Mais toutes ces, enfin, comment dirais-je, tous ces signes évocateurs d'un trouble, même si on n'est pas accrédité à le faire, on peut au moins se dire, bah non, ça craint. De ce côté-là, j'y vais pas. Une moitié de visage d'un de ses proches, une moitié tête de mort, ça on m'a déjà demandé. Enfin, non, résolument non. Puis si ça va pas, il y en a d'autres, quoi. Voilà. Oui, et puis en fait, je pense qu'il est là le côté un peu thérapeutique dans le rapport au tatoueur, en fait. Dans le sens où, quand tu arrives avec un projet comme ça qui risque de faire durer ton deuil et de vraiment le faire perdurer dans le temps pour toi, le fait de te retrouver avec quelqu'un, en face de quelqu'un qui va dire « Ouais, mais le risque, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est ça. » Effectivement, ça appartient qu'au tatoueur, et c'est de la responsabilité du tatoueur, mais c'est aussi une façon, à la fois de la part du tatoueur de se protéger par rapport à potentiellement à l'histoire aussi qui peut finalement, parce qu'on reste des humains, qui peut un peu t'imprégner, hein. Voilà, ça peut faire remonter des choses chez le tatoueur, mais c'est aussi une invitation de la part du tatoueur professionnel à bien réfléchir, à faire réfléchir et à interpeller la personne qui vient pour un projet comme ça. De dire est-ce que t'es sûr, quoi, est-ce que vraiment tu vois, est-ce que t'as pas peur que tu vois, de poser des questions, d'interroger, de dire là ça risque, enfin voilà, vraiment les mises en garde importantes, en fait. Et alors j'ai entendu parler au gré des réseaux sociaux
qu'il existe des tatoueurs qui se prétendent thérapeutes énergéticiens et qui font des tatouages alors symboliques, etc. Évidemment, il y a dans leur style, etc. Mais qui prétendent par ce symbole guérir une part de l'âme, par exemple, ou une blessure de l'âme, ou même guérir le corps, etc., etc. Est-ce que tu en as déjà entendu parler et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je connais bien cette forme de pratique du tatouage, mais par mes origines. Mon père est algérien et mes grands-parents avaient des tatouages qu'on appelle, je cherchais le mot tout à l'heure, prophylactiques, qui sont destinés à guérir des rhumatismes, des choses comme ça, et on les place supposément sur le corps pour que ça guérisse. L'homme qu'on a retrouvé dans les steppes sibériennes qui avait 5000 ans était tatoué de ces formes-là. Soit dit en passant, nos grands-mères berbères et amazighes qui ornaient leur visage de ce genre de motifs te disaient que c'était pour les rhumatismes. Il y avait quand même gros de place pour la coquetterie. Hein, on va pas se mentir. Donc moi je l'ai jamais pratiqué, si ce n'est autrement qu'esthétiquement. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire comme la grand-mère, sur le bas du menton, le trait, etc. Ou des motifs de la salamandre, des choses comme ça qui sont ou du scorpion qui sont très symboliques, qui sont d'origine berbère. Maintenant, non, j'ai aucune connaissance sur le sujet. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on mélange un peu tout. Après, si on pratique ce genre de choses, il n'y a rien qui est prouvé sur l'efficacité de tel motif. Moi, je pense que le but du jeu, il est de surfer un peu sur une vague un peu new age, un peu naturopathe et compagnie. J'ai rien contre les pratiques, hein, mais voilà. Après, je demande des études sur le sujet, quoi. Voilà. Mais du coup, ça m'amène à ma au deuxième sujet que j'ai envie d'aborder par rapport à ça. C'est que quand on est tatoueur, quand on devient tatoueur, en fait, je pense qu'on a une formation, bah, tu vas nous expliquer même le parcours, comment est-ce qu'on devient tatoueur et tout ça. J'imagine, moi, dans ma tête, que pour devenir tatoueur, on a du coup une formation technique pour apprendre à dessiner, pour apprendre à tatouer, pour apprendre et chercher aussi son style, finalement, pour savoir voilà, dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire un peu toute sa vie, si on décide de tatouer toute sa vie. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ce serait pertinent que des tatoueurs, alors tatoueurs énergéticiens ou peu importe en fait, aient une formation un peu supplémentaire pour... alors peut-être que ça existe déjà, hein. Peut-être que les tatoueurs énergéticiens, et franchement je leur souhaite d'avoir une formation un peu plus spécifique, par exemple, moi je sais pas, sur la médecine chinoise, sur les méridiens, sur etc., pour bien placer les tatouages, pour que ça ait une signification encore plus profonde, encore plus ancestrale ou traditionnelle, etc. Mais même au-delà de ça, est-ce que ce serait pas intéressant à un moment donné d'avoir une formation en tant que tatoueur pour gérer ce côté émotionnel-là ? Ne serait-ce que pour toi, en tant que tatoueur, te protéger, mais aussi pour amener encore plus les personnes peut-être à réfléchir à leur projet, peut-être encore plus à les questionner sur leur cheminement, où est-ce qu'ils en sont, alors pas forcément du coup dans le deuil, mais même de façon très largement en fait. Pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à se faire tatouer là maintenant ? Pourquoi ça ? Qu'est-ce que ça va leur apporter après dans le futur ? Et du coup de profiter finalement de ces heures de tatouage pour échanger davantage humainement finalement. Alors, c'est une très bonne et vaste question. J'ai envie, là, du tac au tac, dire je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans le sens où c'est un métier qui est très flou depuis son existence. Alors, historiquement, on va pas refaire l'historique du tatouage. Juste rappeler que le tatouage contemporain dans nos contrées occidentales, donc je parle pas du tatouage tribal ou
ou traditionnel ou ethnique ou tout ce qu'on voudra. Le tatouage existe déjà de base sur tous les continents. Il n'y a pas de terre du tatouage. C'est pas chez les Maoris, c'est pas chez les Japonais, c'est partout dans le monde. Tout ça pour dire que chez nous, il naît ou il renaît très tard, dans les années 60, quand les Anglais, les Américains, les Anglais d'abord, qui dès le début du XXe siècle se font tatouer. C'est les lords, c'est les ducs, c'est la famille royale qui se fait tatouer déjà en premier. Quand chez nous, en 60, c'est encore un truc de bagnard, encore un truc de tolard. Et force est de constater que le tatouage, il naît dans la rue. Il est l'apanage de la voyoucratie. Donc à partir de là, il y est resté. Il y est resté dans cette forme de marginalité, c'est-à-dire qu'il y a qu'aujourd'hui on le redécouvre sous sa forme, pour moi la plus abjecte, puisque c'est avant tout commercial. C'est-à-dire qu'en fait on a enlevé toute notion technique, puisque le matériel maintenant ne suscite pas de grandes études. Il suffit de prendre une machine et puis ça devient un stylo, un crayon, une plume. Donc ça c'est l'avantage technique, mais ça donne à contrario une facilité d'accès à ce métier qui fait que on va se retrouver avec des branches divergentes, pas divergentes, mais une multiple façon d'aborder le métier qui sont pas classables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas l'encadrer, ce métier. C'est inencadrable. Donc une formation pour un type de tatouage, une formation pour un autre type de tatouage, pourquoi pas, c'est trop empirique pour y répondre. Donc vraiment, moi j'ai aucune idée de ce que pourrait devenir le tatouage en lui-même. Dans sa notion thérapeutique, moi je pense qu'il y aura une dérive. Je pense que ça serait ressortir du cadre la fonction principale de l'artisan tatoueur. Resterait encore la question de l'artiste tatoueur. Il y a trop de paramètres. Pour moi, l'encadrement, il serait déjà dans l'hygiène, même si c'est encore très balbutiant dans ce sujet-là. La formation pour devenir tatoueur, elle n'existe pas. Demain, tu peux t'installer. Un numéro de SIRET suffira. Voilà. Il y aura tout de même l'évocation de ces 48 heures de formation hygiène qui sont promulguées par un hygiéniste, un docteur ou une infirmière en chef, qui sont pas suffisantes. Maintenant, retrouver un autre type de formation autre que celui de l'hygiène ou de l'encadrement du dessin, là je botte en touche. C'est super important et ça nous permet de rappeler encore une fois qu'il faut vraiment prendre le temps de choisir son tatoueur, de choisir son tatouage. Je voulais revenir sur un autre sujet du coup qui est un peu le rapport au corps dans le deuil, parce que quand on vit un deuil, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans notre tête. Ça c'est évident, les émotions, tout se bouscule, etc., etc. Mais ce dont on parle moins, c'est de notre corps physique à nous, les vivants, à ceux qui restent, et comment on peut le vivre en fait, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui vont se déclencher dans le deuil ou à cause d'un deuil difficile. Il y a beaucoup de corps aussi qui vont changer, qui vont évoluer. Il y a des symptômes physiques du deuil. Effectivement, du coup, ça peut-être, j'en sais rien, tu vas me dire ce que t'en penses, être une façon de... Alors, oui, on l'a dit un peu tout à l'heure, de reprendre le contrôle sur son corps, mais j'aime pas trop dire reprendre le contrôle, parce que on a... ce que je rappelle souvent, tout le temps, dans ces podcasts, c'est que quand on vit un deuil, il faut absolument prendre le temps de vivre ce deuil, de vivre ces émotions. Est-ce que le tatouage peut aider dans ce rapport au corps pendant le deuil, dans le fait d'accepter, dans le fait de pouvoir vivre pleinement ces émotions-là, de prendre le temps, parce que finalement, quand on se fait tatouer, on est un peu bloqué pendant 3, 4, 5, même plus d'heures, à souffrir en plus physiquement. Est-ce que ça peut libérer l'émotion à ce moment-là, le fait de se faire tatouer ?
Ah bah, clairement, hein, on est dans la chair. Euh, Quand on parle de la chair de ma chair, les viscères de mes viscères, enfin voilà, là on est dans le sujet à proprement parler. Hein. C'est, l'évocation de la douleur, c'est aussi ce, ce mouvement de faire pénitence avec le. Il y a un côté presque maso à traiter le sujet du deuil par le tatouage, c'est-à-dire cette souffrance qu'on s'inflige comme si on pensait la mériter pour faire signifier à ce souvenir perdu qu'il est important. C'est une démarche qu'on peut retrouver dans l'acte du tatouage. C'est pas souhaité, c'est pas avancé comme sujet. Je pense que c'est sous-jacent. C'est pas quelqu'un qui se dit tiens, je vais aller me faire tatouer parce que je vais souffrir. Non, il y a pas, personne ne va dans la démarche du tatouage pour ça. Mais force est de constater que c'est un rappel dans l'instant de tout ce qui est évoquant le souvenir. Et donc effectivement, oui, c'est souvent ces moments-là où les pleurs arrivent, où on contient mieux la douleur, où on est dans l'évocation. C'est peut-être le bon moment aussi pour en parler avec celui qui tatoue. Ou pas, hein, vraiment, c'est pas, on n'est pas forcément inconcernant, même si c'est toujours mieux. Voilà, là on est vraiment dedans, ça c'est sûr. Donc le rappel du corps, il est déjà là. Après, ensuite, dans la cicatrisation ou le port du tatouage, c'est tout à chacun là. Je pourrais parler au nom de personne, mais le placement, il fait. Faut pas oublier qu'on se voit assez souvent, peut-être clairement tous les jours dans la glace de la salle de bain. C'est le moment de la remise en cause, c'est le moment où on pense à soi, et le rappel du tatouage, il est là, il est dans la glace, quoi. Il est sous nos yeux tous les jours. Donc faire un tatouage sur l'avant-bras et évoquant son père ou sa mère disparu, par exemple, ça peut être lourd de conséquences. Moi, je le rappelle aussi aux gens quand ils font ce genre de motif, de le placer convenablement. Ça compte. Tu vois, par rapport à la douleur, ça me fait penser que par rapport au tatouage que j'ai pu faire moi par rapport à ma mère, il y a eu une période où alors même encore maintenant, je me demande pourquoi je l'ai fait. Voilà. Parce que je cherche encore à mettre... Enfin, non, c'est pas que je cherche encore. C'est que je cherche à y mettre plus de lumière que ce que j'en ai mis à la base. Voilà, de mon intention de base dans ce dessin. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je l'ai juste fait, tu vois, pour reprendre ton sujet par rapport à la douleur. Je l'ai juste fait parce qu'à ce moment-là, je souffrais tellement dans ma tête et dans mes émotions que j'avais plus de corps. Tu sais, c'était une espèce de nuage de pensées morbides, de souffrance, de culpabilité, de peine, de tristesse, de tout ce que tu veux. Et le fait de choisir à un moment donné, un instant T, un motif à me faire ancrer sur la peau et de prendre le temps. Je sais plus en plus combien est-ce qu'on avait passé sur cette pièce-là, mais je sais que c'était long. mais en fait, c'était une façon pour moi de remettre cette souffrance-là à l'intérieur de mon corps et de, en quelque sorte, lui mettre une limite. Dans le sens où c'était pas ce que je ressentais comme étant un espèce de nuage infini autour de moi, une espèce de brouillard qu'on peut ressentir quand on est dans le deuil, où on sait plus où on habite, on sait plus ce qu'il faut faire, on est paumé. Et c'est les montagnes russes à chaque minute. Et le fait de... Ouais, en fait, c'était ça, c'était de remettre des limites dans cette souffrance-là, à l'instant T, tu vois. Encore une fois, on est vraiment en plein cœur du sujet. C'est-à-dire que ton corps, ça a été à ce moment-là l'extériorisation de tout ce brouillard que tu avais en toi. Pour moi, j'irais plus loin, c'est même si l'endroit n'est pas visible systématiquement, mais c'était pour extérioriser cette existence de cette souffrance. Donc, avec le recul, moi je dirais qu'il y a un côté presque... pas d'exhibition, c'est pas du tout le mot, hein, mais il y a un côté monde extérieur, regarde comme je souffre.
Et est-ce que ça, c'est une démarche à souhaiter quand on se fait tatouer ou pas? Enfin, quand on se fait tatouer, j'aurais pas la prétention de répondre oui ou non. Je sais qu'elle existe. Je sais que c'est c'est un sentiment qui existe. Moi-même, j'ai des motifs qui sont dans l'évocation du négatif. J'ai ce que j'appelle des motifs revanchards qui sont là. Alors, je l'admets, hein, qui sont pas du tout positifs et qui sont là pour rappeler une colère, un sentiment négatif. Et c'est des motifs qui ont une certaine importance parce qu'ils m'ont permis de la sortir, cette colère. Aujourd'hui, je les trouve désuets, mais ouf, entre guillemets, je les ai fait discrets à des endroits que je les vois pas tout le temps. Et quand j'en parle, ça me fait une anecdote de plus à raconter et je trouve ça cool. Mais attention, effectivement, t'as raison de reparler du rappel du corps et du lien qu'on fait avec l'esprit, du moins avec notre sensation à ce moment-là, à ce moment X. C'est ça. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai eu à un moment donné dans l'esprit. C'est dans le sens où je me suis fait tatouer déjà pour avoir mal, moi, dans mon corps. Pour me rappeler que mon corps était vivant aussi. Peut-être un petit peu. Mais aussi pour dire, regarde mon tatouage. Et pose-moi une question dessus. Demande-moi pourquoi j'ai fait ça. Comme ça, je vais pouvoir te raconter mon histoire. Et je vais pouvoir un peu déballer et re-raconter. Parce que il y a beaucoup de gens qui, alors en particulier au début, quand on vient de perdre quelqu'un, où il faut affronter le fait de devoir vider une maison, le fait de préparer des obsèques, le fait de voir un corps mort, le corps de quelqu'un qu'on connaît, le corps de quelqu'un qu'on aime. C'est extrêmement éprouvant, extrêmement fatigant, etc. etc. Mais la parole libère. Et très souvent, et dans le temps, quand on vit un deuil, on a besoin d'en parler. On a besoin de raconter. On a besoin de... Et c'est une façon de rendre hommage, et c'est une façon de processer dans son deuil, et c'est une façon de garder le souvenir, et c'est aussi une façon de dire, de se rappeler à soi-même tout ce que... Et puis de se rendre compte un petit peu de tout le chemin qu'on a parcouru depuis. Où est-ce qu'on en est maintenant? Enfin, tu vois, de faire un peu le bilan, machin, etc. Et finalement, j'ai un peu l'impression que faire un tatouage, même en coup de tête, même comme ça, tu vois, le mien, là, en parlant, je me dis, mais en fait, c'est un tatouage qui, même si en soi, physiquement, il bouge pas trop, parce qu'un tatouage vieillit malgré tout, hein, votre peau vieillit, donc les couleurs vont peut-être un peu passer, ça va un peu flouter, etc. Ça, c'est normal et c'est naturel, mais... sa signification aussi, elle va évoluer. De la même façon que votre vie, elle évolue. De la même façon que vous évoluez en vous-même et dans le processus de deuil, mais aussi juste en tant qu'humain, en fait. Donc c'est peut-être ça aussi, un petit peu, le tatouage de deuil. C'est de dire, même si c'est fait sur un coup de tête, continue à y penser, continue à réfléchir dessus, continue à mettre d'autres histoires, continue à le montrer, continue à en parler. Parce que ça fait partie de ta thérapie. Ça fait partie de ton truc. Surtout si t'en as besoin et que tu l'as fait un petit peu pour ça. Moi, je crois que tu conclus bien le sujet. Parce qu'un tatouage, il y a de fortes chances. Je vais dire un truc, encore une fois, fou. Un peu à contrario de tout ce qu'on peut entendre maintenant. Un tatouage, il y a énormément de chances que tu le regrettes. Et c'est pas un mal. C'est très bien. Au contraire. Moi j'ai un bras que j'ai commencé à tatouer, alors ne le faites pas à la maison parce que c'est interdit, et puis que c'était une autre époque. J'ai commencé à le travailler aux alentours de mes 15-16 ans. Je peux vous dire qu'à cet âge là on n'est plus du tout en adéquation avec nos 30-40 ans. Pour autant, tous ces rappels qui existent sur mon bras, qui ont 20 ans maintenant, parce que j'ai dû commencer à le finir vers mes 20-21 ans, même si c'est des idées et des pensées ou un sujet qui est plus du tout en rappel avec qui je suis maintenant, eh ben, ça compte. Et ça compte. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que je pourrais regretter le motif. Eh bien, en fait, non, ça fait partie d'une époque. Et c'est ça aussi qui est important dans le tatouage du
de l'évocation du deuil ou du souvenir, c'est qu'il marque un moment X. Et peu importe les aléas de la vie qu'on aura avant ou après, comme tu l'as dit, on vit avec, on évolue avec. Et il est là juste pour marquer comme un marquage, comme une rivière, comme une crue qui a débordé à un moment ou à un autre, et qu'on note le niveau et qui est record ou quoi que ce soit. Il sert à ça. Il sert de marquage temporel. De toute façon, d'une manière générale, le tatouage est là pour l'évocation temporelle d'un moment. Et c'est encore un très bon rappel de la vacuité de l'existence. Et les peintres hollandais avaient raison de faire des peintures de vanité, de tête de mort, de sablier, parce que c'est que ça, quoi. La vie, c'est pas grand-chose et en même temps, c'est tout. Et ça me permet du coup de parler d'un sujet. Alors attention, pour les personnes sensibles qui vont nous écouter, si vous ne vous sentez pas d'entendre ce qui va suivre et potentiellement de souvenirs mortuaires un peu glauques, je vous invite à mettre pause, à revenir plus tard ou à passer à la suite. Voilà. Disclaimer fait. Je sais que grâce aux personnes que je rencontre sur Instagram, sur les réseaux sociaux de façon très générale et grâce à ce podcast, il y a des souvenirs aux défunts qui se font de plus en plus. Par exemple, je pense à Maison de l'Agré qu'on a eu en janvier du coup de cette année, qui est venue nous parler du coup de ses bijoux sur laquelle elle grave une empreinte de défunt. Voilà, quelque chose de très très fort. Je pense évidemment à Nanou qu'on a eu la saison dernière, c'est-à-dire le 1er novembre 2023. Quand même. Du coup, Nanou qui propose en fait des moulages de masques mortuaires, c'est-à-dire c'est magnifique en plus ce qu'elle fait, donc vraiment, si vous savez pas ce que c'est et que vous avez envie d'aller voir, vraiment, allez-y parce que c'est de toute beauté, c'est d'une puissance incroyable, où elle propose en fait quand elle intervient, comme elle est thanatopractrice, comme elle intervient sur les défunts, elle propose ce service-là, c'est-à-dire de transformer en fait le visage de votre défunt pour pouvoir le garder, pour en faire un masque. Voilà, donc c'est assez particulier. Mais par rapport au tatouage, je sais que ça s'est fait. Je sais que ça se fait dans certaines traditions, dans certains pays. Est-ce qu'on peut garder un tatouage, un morceau de peau de son défunt? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que tu sais? Parce qu'en vrai, vraiment, je vais poser la question comme ça, mais je sais vraiment que ça existe, que j'ai déjà vu, plus ou moins, alors sur Internet évidemment, hein, pas en vrai, des peaux, en fait, tannées, tatouées de gens décédés. Alors non, c'est formellement interdit. Il n'y a qu'un seul pays, à ma connaissance, outre les têtes réduites et autres vestiges du colonialisme. Il n'y a qu'un pays qui le pratique et qui l'autorise, c'est le Japon. Et donc c'est lié à l'histoire qu'ils ont avec les grandes familles de Yakuza, etc. Et effectivement, on a vu des peaux tannées par je ne sais plus quel docteur, hein, j'ai le nom qui m'échappe tout de suite. Mais non, chez nous c'est interdit, et à plus forte raison depuis les époques sombres et la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc non, il n'y a pas de... Hein, ça c'est formellement non autorisé. Et je pense heureusement, parce que vraiment, ça doit être un peu étrange d'avoir un tableau chez soi avec la peau de papy. Voilà, dit comme ça, c'est vraiment glauque. C'est pour ça que j'ai fait un disclaimer. Hein. C'est vraiment... voilà, dites-vous bien que la peau en soi, je pense c'est trop. Et puis techniquement, etc., ça doit demander des trucs de dingue. Donc vraiment, puis ça reste bizarre d'avoir une relique à ce point-là. Voilà. Et effectivement, du coup, là, pour le coup, ça risque de pas d'ancrer dans le deuil, mais d'empêcher le deuil. Parce que du coup c'est un corps, enfin c'est un morceau de corps qui resterait à portée de Dieu. donc effectivement ça peut être compliqué. Par contre, il me semble, donc vraiment encore une fois, si vous le savez, si vous savez à qui vous adressez et comment ça se passe, je sais qu'on peut décalquer ou en fait refaire un vrai tableau, ouais c'est ça, décalquer ou comment on dit, recopier un tatouage d'un défunt
pour en garder le souvenir, pour en garder le motif en fait, et d'en faire pour le coup pas un tableau avec une peau, mais au moins un tableau ou une illustration au moins pour garder ce souvenir. Et je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du fait que pour soi, quand on se fait tatouer, c'est effectivement un instant T, c'est le rappel du temps d'une personne qu'on a été, je pense, à un moment donné. Mais en même temps, ça peut devenir le souvenir pour ceux qui resteront après nous. Bien entendu. Et même dans le choix du motif de tatouage, j'ai déjà eu à faire le même tatouage que papa ou maman avait après coup. Et c'est assez drôle parce que on peut retrouver des motifs qui plaisent pas forcément à la personne. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, c'est vraiment pour l'exemple, mais peut-être un dauphin que maman avait, et on n'a pas forcément envie de porter un dauphin, mais dans l'hommage, cette idée aussi ridicule soit-elle, ça devient un super tatouage, parce que c'est celui de maman, quoi. Et ça existe. J'ai déjà eu aussi le cas d'un... Enfin, c'est pas moi qui ai eu le cas, c'est mon père, mais j'ai très bien connu le gars. Il avait un super dos entier terminé. Et donc, sa photo trônait dans les books de mon père, etc. Et lors d'une convention, sa sœur a reconnu le motif et il est parti. Il est parti subitement et elle a demandé à récupérer la photo parce qu'elle n'avait pas de photo de ses tatouages. Ce qu'on a fait, on lui a donné, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Mais ça aussi, je pense que la photo, elle a dû peut-être l'encadrer, la garder. Enfin, c'est un souvenir à travers les propres souvenirs que ce gars avait fait sur son dos, quoi. C'est super fort, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces partages, merci pour avoir accepté de venir sur ce podcast pour parler de ce sujet si passionnant et aussi si intime que peut être le tatouage, et qui plus est le tatouage hommage. Je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir pu partager tout ça ici. J'espère que ça t'a plu. Et est-ce que peut-être tu as un petit mot de la fin, un petit message que tu as envie de faire passer? Bah écoute, je te remercie également de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. Puis ce que je rajouterais pour finir, c'est écoutez-vous pour vos motifs de tatouage, ça y a pas de problème, mais écoutez aussi votre tatoueur, ça peut être un très bon conseiller. Et puis faites-vous confiance sur le feeling que vous avez avec la personne en face de vous. Dans ce métier-là, il y a pas mal de feeling. C'est ce qui fait ce qui donne la part belle au côté artistique du sujet. Un tatoueur n'est pas forcément un artiste, hein. Je tiens à le rappeler. Enfin, dans mon cas, moi, je considère qu'on est d'abord des artisans et on est les artisans de vos idées. Et la part artistique, elle se partage, elle se fabrique ensemble. Voilà. Merci encore Greg, et merci à vous chers Ateliers Soul de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast pour le soutenir et l'aider à être visible sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous invite aussi à partager vos épisodes favoris comme autant de petits messages de soutien de votre part à vos proches qui peuvent traverser un deuil. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode dans lequel j'accueillerai Laetitia, une mosaïste funéraire qui viendra nous parler de son métier et je dirais même de son art. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.